Je suis marié avec ma femme depuis 12 ans. Nous avons un fils merveilleux de 11 ans. Jusqu'à hier soir, je pensais que nous avions un bon mariage. Je pensais que j'avais toujours été très bon envers elle. Nous n'avons pas de problème d'argent ni d'intimité, et je ne l'ai jamais prise pour acquise. Honnêtement, je me réveille chaque matin et je remercie Dieu qu'elle soit ma femme. Maintenant, je ne sais pas quoi penser. J'ai reçu un appel de la police locale alors que je quittais le travail hier. Ils ont demandé si je pouvais venir au commissariat de police dès que possible. J'ai paniqué. J'ai demandé s'il était arrivé quelque chose à ma femme ou à mon fils, mais ils ont dit de ne pas m'inquiéter, juste de venir au commissariat dès que possible. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont mis dans une salle avec une table et quelques chaises. Ils m'ont demandé mon nom, que j'ai donné. Puis ils ont commencé à me poser toutes ces questions sur un type avec qui ma femme travaille. Je n'avais littéralement pas vu ou parlé à ce type depuis décembre 2019, à la fête de Noël de l'entreprise de ma femme. Les deux officiers ont continué à me poser des questions comme depuis combien de temps le savez-vous et comment avez-vous découvert? La seule réponse que je pouvais donner était « De quoi parlez-vous ?» Après environ 1 heure de cela, j'ai simplement arrêté de répondre à leurs questions et j'ai continué à demander où étaient mon fils et ma femme et s'ils étaient en sécurité. Nous avons continué à tourner en rond jusqu'à ce qu'après environ 2 heures de va-et-vient, parce qu'ils quittaient périodiquement la salle pendant 15 à 20 minutes puis revenaient et recommençaient, comme dans une série policière bon marché. La dernière fois qu'ils sont entrés, le policier m'a tendu une tablette et m'a montré une vidéo de ma femme et du type de son travail en train d'avoir des relations sexuelles. Je ne me souviens plus de grand-chose après cela, je me souviens juste d'avoir crié « C'est quoi ce bordel ?» encore et encore. J'ai eu une attaque de panique complète là, au milieu du commissariat de police. Les policiers ont fait venir un ambulancier pour m'examiner et il a dit que ma tension artérielle était d'environ 170/110. Il voulait que j'aille à l'hôpital, mais j'ai refusé et j'ai dit que je devais trouver ma femme et mon fils. Après m'être calmé, les officiers m'ont expliqué que le type dans la vidéo avait eu une liaison avec ma femme et apparemment avec plusieurs autres femmes. Il avait été trouvé ce matin-là dans son allée, battu, violé et incendié. Il était encore vivant, mais dans un état critique et il ne savait pas s'il allait survivre. Et sa femme leur avait donné la permission de vérifier son téléphone et son ordinateur, et c'est là qu'ils ont trouvé la vidéo de ma femme. Ils m'ont demandé où j'étais ce matin-là et je leur ai dit à la gym, puis au travail, à environ 10 minutes de la gym. À ce moment-là, ils ont dit que je pouvais partir, mais que je ne devrais peut-être pas rester chez moi parce qu'ils ne savaient pas si sa liaison avec ma femme pouvait être la raison pour laquelle il avait été attaqué. Ils ont également dit que ma femme n'était pas la seule personne avec qui il avait une liaison. À ce moment-là, je me suis précipité à la maison. Mon fils était chez nos voisins, alors je l'ai récupéré et nous sommes rentrés à la maison. Il a fait ses valises avec quelques vêtements et son ordinateur portable pour l'école. J'ai pris mon arme et nous sommes allés chez mes parents à 45 minutes de là. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de ma femme. Son téléphone va directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé l'officier qui m'avait donné sa carte et il a dit qu'elle était à l'hôpital avec le type avec qui elle m'avait trompé. J'y suis assis ici dans le lit avec mon fils d'un côté et mon pistolet .38 de l'autre. Mon père dort dans son fauteuil dans le salon avec un fusil sur les genoux et je n'ai pas dormi depuis plus de 30 heures. Je ne sais même pas par où commencer. N'importe quoi serait utile en ce moment. N'importe quel conseil ou idée. Je viens de parler au téléphone avec mes beaux-parents. Apparemment, ma femme vient de se faire interner en psychiatrie. Mise à jour, je suis complètement perdu parce que je viens d'apprendre que ma femme, âgée de 36 ans, avait une liaison, par la police qui m'a appelé pour me poser des questions sur l'agression de son amant. J'ai essayé de poster cela samedi 19 décembre, mais cela n'a pas fonctionné et j'ai été bloqué de repostage parce que j'ai posé une question oui ou non. Quoi qu'il en soit, le voici à nouveau. Je travaille un peu, donc je ne pourrai peut-être pas répondre beaucoup pour le moment. Mon post original a été supprimé, mais beaucoup de gens m'ont envoyé des messages et ont demandé une mise à jour. Je pensais que je devrais informer tout le monde de ce qui s'est passé cette semaine parce que les réponses que j'ai reçues m'ont beaucoup aidé. Je ressens vraiment que je dois un grand merci à cette communauté pour m'avoir aidé à remettre les idées en place et m'avoir orienté dans la bonne direction pour tout faire le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont dit que mon post était faux, ma seule réponse est « Je souhaiterais, du fond de mon cœur, que ce soit vrai ». Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Pour ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas trouver de nouvelles à ce sujet, apparemment, en raison de la nature de l'attaque, beaucoup d'informations ont été retenues. Même nos médias locaux ne l'ont signalé que comme une agression et ce n'était rien de plus qu'une brève mention dans notre journal télévisé nocturne. Pour ceux qui ont insinué ou déclaré directement que la police ne ferait pas cela, ils ont 100% tort parce qu'ils l'ont fait. J'ai découvert par mon avocat que la police peut littéralement faire ou dire tout ce qu'elle veut, surtout si vous n'êtes pas en état d'arrestation, sauf des menaces directes de violence, ce qui inclut mentir directement à votre visage, ce qu'ils ont fait. Et il s'avère que ma femme n'était pas à l'hôpital avec son amant lorsque j'ai contacté le détective. Elle avait été admise à cet hôpital en psychiatrie beaucoup plus tôt dans la journée, alors qu'il était encore en chirurgie.
Je ne sais pas pourquoi ils mentiraient à ce sujet, mais ils l'ont fait. Inutile de dire que cette situation m'a rendu très méfiant envers la police. Après m'être réveillé cet après-midi-là, j'ai contacté l'associé juridique de mon oncle, qui est un ami de la famille. Il est vraiment venu chez mes parents et s'est assis avec moi pour examiner mes options. Tout son cabinet d'avocats me représente maintenant à la fois dans le divorce et la défense pénale. Ce jour-là, dimanche, il m'a obtenu une ordonnance de garde d'urgence et une ordonnance de protection contre ma femme pour moi, mon fils et mes parents. Notre date de comparution est dans 60 jours. La police lui a signifié l'ordonnance lundi alors qu'elle sortait de l'hôpital psychiatrique. Selon son frère, qui est un ami proche, elle ne l'a pas bien pris. Elle reste chez ses parents pour le moment. Je n'ai toujours pas parlé avec elle et elle n'a pas tenté de me parler non plus, que ce soit par honte, indifférence ou en raison de l'ordonnance de protection, je ne sais pas, mais je suis content de cela de toute façon. Ma femme n'est pas la personne que je pensais qu'elle était et je suis honteux de moi-même pour ne pas l'avoir vue plus tôt. J'ai dû dire quelque chose à mon fils, alors j'ai décidé de lui dire la vérité, de manière appropriée à son âge, et littéralement les premiers mots qui sont sortis de sa bouche étaient « S'il te plaît, ne laisse pas maman me prendre ». Je lui ai demandé pourquoi il disait cela et, d'après ce qu'il m'a dit, ma femme l'a traité très mal quand je n'étais pas là et lui a dit que s'il parlait, elle le prendrait et il ne me verrait plus jamais. Elle a émotionnellement torturé notre fils et j'étais trop aveugle pour le voir. Cela m'a plus détruit que la vidéo, pour être honnête. J'ai parlé à l'avocat de ce que mon fils a dit et il a utilisé la déclaration de mon fils et l'état mental et l'engagement de ma femme pour obtenir la garde d'urgence. J'ai contacté son école pour des ressources de thérapie. Il commencera la thérapie après le nouvel an. Je me sens comme le pire père ayant jamais marché sur la terre en ce moment. Quant à nos familles, ses parents m'ont contacté mardi et ont demandé à venir nous voir. J'étais encore chez mes parents à l'époque et j'ai dit qu'ils pouvaient venir, mais qu'elles n'étaient autorisées nulle part près de nous. Ils ont accepté. Ils étaient tellement désolés et sa pauvre mère n'a pas arrêté de pleurer tout le temps qu'ils étaient avec nous. Son père était dévasté et n'arrêtait pas de se référer à ma femme comme cette fille. Ils ont tous deux dit qu'ils sentaient que quelque chose se passait avec elle et qu'ils ne l'avaient pas élevée pour être ainsi. Nous nous sommes embrassés et avons pleuré avant qu'ils ne partent et je leur ai dit qu'ils feront toujours partie de nos vies, quoi qu'il arrive avec le divorce. Après ce que mon fils m'a dit, leur visite a été la partie la plus difficile de toute notre épreuve. Mes avocats ont fait un travail incroyable jusqu'à présent. Ils ont découvert que l'homme avec qui ma femme couchait a un long casier judiciaire. L'un des avocats m'a informé que, lorsqu'ils sont allés imprimer le casier judiciaire du type, l'imprimante a fonctionné pendant 5 minutes d'affilée. D'après ce qu'ils ont pu apprendre, il est actuellement en liberté conditionnelle pour des délits liés à des substances et a eu des affiliations avec des gangs dans le passé. Il est encore en vie, mais dans un état critique et peut ne pas survivre. Le cabinet a un enquêteur qui a contacté le collègue de travail qui a conduit ma femme à l'hôpital. Le collègue de travail leur a informé que la liaison de ma femme était un secret ouvert au bureau. Mes avocats pensent que c'est ainsi que la police a su qui j'étais et qui était ma femme dans la vidéo. Il y a plusieurs photos de la fête de Noël de l'année dernière au travail de ma femme et nous sommes tous les deux dans plusieurs d'entre elles. Voilà où j'en suis actuellement dans cette situation. Je suis simplement engourdi, encore perdu et le cœur brisé. Combien de temps dure l'engourdissement ? Y a-t-il un moyen de dépasser cette léthargie émotionnelle plus rapidement ? Je veux dire, vraiment engourdi, comme un rêve. Tout ce que j'ai dit semble se passer pour quelqu'un d'autre. Mise à jour, je suis complètement perdu parce que je viens d'apprendre que ma femme, âgée de 36 ans, avait une liaison, par la police qui m'a appelé pour me poser des questions sur l'agression de son amant. Je commencerai encore en disant merci à tous ceux qui ont répondu à la fois à mon post original et à ma mise à jour. Ce subreddit m'a vraiment beaucoup aidé. Si je n'ai pas répondu directement, je suis désolé, mais j'ai reçu tellement de messages que je ne peux pas tous les suivre. Tout d'abord, mon fils va beaucoup mieux. Il a commencé la thérapie la première semaine de janvier et la différence est déjà notable. Je lui ai demandé s'il se sentait à l'aise que je parle à son thérapeute et il a dit oui, alors j'ai eu quelques discussions avec elle. Selon la thérapeute, ma future ex-femme maltraitait verbalement et émotionnellement notre fils chaque fois qu'ils étaient seuls ensemble. Il n'était pas autorisé à faire du bruit ni à la déranger de quelque manière que ce soit lorsqu'elle était à la maison. Elle le laissait seul pendant des heures, voire toute la nuit si j'étais en déplacement. Ensuite, elle le menaçait de l'emmener et qu'il ne me verrait plus jamais s'il me le disait ou le disait à quelqu'un d'autre. La thérapeute a dit que cela lui faisait sentir impuissant et dépendant à un moment de son développement où il devrait se sentir autonome et suffisant. Pour cela, je lui ai acheté son propre téléphone et l'ai aidé à mémoriser les numéros de téléphone des membres de la famille et autant d'adresses que possible. Je lui ai également appris la conscience de la situation pour qu'il fasse attention au nom des rues et à la lecture des adresses sur les bâtiments. Nous avons également fait des jeux de rôle sur la manière de demander de l'aide aux gens, comment il peut expliquer clairement aux étrangers qu'il est en difficulté et ne se sent pas en sécurité. Je sais que cela peut sembler idiot, mais mon fils peut être un peu introverti et timide lorsqu'il ne se sent pas à l'aise. Bien que nous ne fassions cela que depuis quelques semaines, je peux voir que cela renforce vraiment sa confiance.
Toute suggestion sur la façon de continuer à développer son autonomie serait vraiment utile. Sa sécurité et son bien-être restent ma priorité numéro 1 en ce moment. Quant à moi, je vais aussi bien qu'on peut s'y attendre. J'ai commencé la thérapie en même temps que mon fils et, bien que je ne parle pas autant à mon thérapeute que lui, cela m'a aidé à pouvoir parler de mes pensées et de mes sentiments à propos de tout ce qui nous est arrivé dans notre famille. L'engourdissement est parti, mais il a été remplacé par une boule de colère brûlante au fond de mon estomac chaque fois que je pense à ma future ex-femme et à ce qu'elle a fait à notre famille. Curieusement, bien que je déteste me sentir en colère, c'est beaucoup plus facile à gérer que l'engourdissement. Mon thérapeute dit que cela fait partie du processus de deuil et que ce n'est pas ce que nous ressentons, mais comment nous canalisons ces émotions qui comptent. Et ma situation juridique, honnêtement, est la chose la plus effrayante que j'ai jamais affrontée dans ma vie. J'ai obtenu la garde complète temporaire et une pension alimentaire pour enfants, que je ne voulais pas, mais mon avocat a pratiquement exigé que nous demandions, ainsi qu'une continuation de l'ordonnance de protection pour moi et mon fils. Lors de l'audience pour l'ordonnance, à laquelle ni ma femme ni son avocat ne se sont présentés, le juge a demandé si nous permettrions des visites supervisées, mais mon fils a absolument refusé, c'est pourquoi mon avocat m'a dit de l'emmener. Le juge a demandé à mon fils s'il accepterait de lui parler seul et il a accepté. Le juge, le sténographe et un agent de protection de l'enfance sont entrés dans la salle avec mon fils et se sont rencontrés pendant environ 10 minutes. Après leur réunion, le juge a accordé les ordonnances temporaires et a ordonné une thérapie et une évaluation psychologique pour mon fils. Heureusement, la thérapeute qu'il voit est en quelque sorte impliquée ou accréditée pour travailler avec le tribunal, donc il n'a pas besoin de voir un autre thérapeute. Mon avocat a dit que c'était une bonne chose parce que cela signifie que sa thérapeute peut donner une recommandation pour la garde, mais cela me fait encore terriblement peur qu'elle puisse obtenir une forme de garde après ce qu'elle lui a fait subir. Quant à l'amant, je n'en sais pas beaucoup. D'après ce que mes avocats ont pu recueillir, il est encore en vie, mais toujours à l'hôpital. Je n'ai pas eu de nouvelles de la police depuis mon entretien initial, donc rien de nouveau à signaler de ce côté-là. Quant à ma future ex-femme, je ne l'avais pas vue depuis le jour où j'ai été interrogé jusqu'à jeudi. Elle a tenté de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu et quand elle a appelé depuis un autre numéro, j'ai raccroché immédiatement. Je n'ai rien à lui dire et je ne veux rien entendre de ce qu'elle a à dire. Son avocat a demandé une audience préliminaire pour notre médiation ordonnée par le tribunal. Elle a été signifiée la 2e semaine de janvier. Elle était là avec son avocat et je sais que cela va sembler mesquin, mais même avec le masque, elle avait l'air mal. Ma future ex-femme a toujours été une femme attrayante et athlétique. Je jure que sur notre photo de mariage, elle ressemble à un mannequin. Mais maintenant, elle a perdu tellement de poids que c'est troublant. Elle a l'air malade et frêle. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est restée assise la tête baissée pendant la majeure partie de la réunion. En résumé, tout ce qu'ils ont demandé était ridicule. Ils voulaient des visites pendant les procédures de divorce et la garde partagée après. Ils voulaient laisser tomber les ordonnances de protection. Elle voulait cohabiter jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je ne plaisante pas, après tout cela, elle veut vivre dans la même maison. C'était tellement insultant que ma tête a martelé tout au long de la réunion. Mais tout cela en valait la peine pour la grande révélation que nous avons donnée à son avocat. Son avocat a demandé comment nous devrions gérer la découverte pour la division des biens, à quoi mon avocat a eu une expression choquée sur son visage et a dit « Quelle division des biens ?» Lisez le contrat de mariage. L'expression sur le visage de son avocat était inestimable. Elle n'avait pas parlé de l'accord prénuptial à son avocat. Mon oncle décédé, qui était le partenaire fondateur du cabinet d'avocats que j'utilise, a rédigé ce contrat de mariage et a même engagé un avocat pour le consulter pour elle avant notre mariage. Selon mon avocat, c'est une œuvre d'art, car nous n'avons jamais mélangé nos finances selon les instructions de mon oncle. La maison dans laquelle nous vivons m'a été offerte par mon oncle avant notre mariage. Toutes les factures et assurances sont à mon nom. Tous les véhicules sont enregistrés uniquement au nom du propriétaire et nous n'avons jamais eu à signer de dette l'un pour l'autre. Nous avons un compte d'épargne commun utilisé pour l'entretien de la maison et un fonds d'urgence. Il contient environ 8 000 $ et elle l'a déjà vidé. Il reste maintenant moins de 3 cents $. Le contrat de mariage stipule que tous les biens et dettes conjugaux doivent être divisés à 50-50e et que la propriété de tous les biens intangibles et dettes personnelles revient à l'individu qui les a accumulés. La clause d'adultère stipule simplement que si l'une des parties est surprise ou admet avoir commis un adultère, elle perd le droit de réclamer toute forme de pension alimentaire. Il y a beaucoup plus à cela que cela, mais mon avocat me garantit que tenter de briser ce contrat prénuptial sera presque impossible car c'est le contrat prénuptial le plus équitable qu'il ait jamais lu. Mais la dernière demande de son avocat est ce qui m'a vraiment perturbé. Il a demandé que nous reportions la médiation officielle de 6 mois pendant que ma future ex-femme assiste à un centre de réhabilitation pour abus de substances. Certaines personnes dans mes 2 derniers posts ont dit qu'elle pourrait avoir un problème d'abus de substances, mais je n'y avais même pas pensé parce que je ne pouvais même pas imaginer cela.
J'ai parlé à mon avocat et il a dit que nous en discuterions et que nous reviendrions vers eux sur notre décision à ce sujet. Avant de partir, ma future ex-femme a parlé, littéralement pour la première fois, et m'a demandé de lire une lettre qu'elle m'avait écrite. Son avocat m'a donné ce regard de « cela pourrait être un piège », alors fais attention et j'ai débattu avec moi-même pendant un moment, mais j'ai décidé de la prendre. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai lu et maintenant je regrette de l'avoir fait. Elle a commencé par toutes ces platitudes de tricheur que tout le monde m'a mise en garde contre « je t'aime, j'aime notre famille, je sais que j'ai maltraité notre fils et je me déteste pour cela, je veux que nous soyons de nouveau une famille. » Mais elle a expliqué qu'après une grande chirurgie qu'elle a subie il y a environ 2 ans, elle a commencé à abuser de ses médicaments. Après un certain temps, elle a commencé à les acheter à certaines personnes avec qui elle travaillait, y compris son amant. Il est devenu son fournisseur attitré et lorsqu'elle manquait d'argent, elle a commencé à coucher avec lui pour compenser la différence. Elle a dit qu'elle m'avait caché cela parce qu'elle avait peur que je la force à arrêter et qu'elle ne pouvait plus se sentir bien sans eux. Elle a dit qu'il ne signifiait rien pour elle sauf une solution, et qu'elle se déteste pour avoir fait ce qu'elle a fait, à elle-même et à nous. Maintenant, elle dit qu'elle comprend à quel point ce qu'elle a fait est horrible et qu'elle veut s'améliorer pour notre famille, et elle me demande au moins de lui donner du temps pour prouver qu'elle veut cela. Permettez-moi de déclarer pour le dossier que je ne retournerai jamais avec ma femme. Notre mariage était terminé dès qu'elle m'a trompé et a abusé de notre fils. Mais bon sang, où étais-je pendant que tout cela se passait? Je me sens comme l'idiot le plus naïf et obtus à avoir jamais marché sur terre. Comment dois-je aborder cela à partir de maintenant? Est-ce que je la jette simplement ou suis-je toujours justifié de me sentir trahi? Je me sens comme un échec en tant que mari et père en ce moment. Je veux dire, je ne ressens rien pour elle sauf de la colère et du ressentiment, mais est-ce ainsi que l'on traite quelqu'un qui lutte contre le démon qu'elle combat? Plus d'informations, je sais qu'elle ne mérite plus le bénéfice du doute et que je ne peux pas risquer le bien-être de mon fils pour elle. Elle doit le faire seule. Après avoir lu les commentaires ici, je me demande si elle ne m'a pas envoyé cette lettre pour se préparer, pour avoir une excuse pour continuer à descendre la spirale. On m'a dit que ne pas montrer de compassion n'est pas la même chose que d'être vindicatif. Je dois intégrer cela pour moi-même. La laisser tomber n'est pas la même chose que la frapper quand elle est à terre. Elle m'a mis dans une situation impossible pour l'aider parce que je ne peux pas risquer que mon fils se sente trahi par moi. Je continue avec le divorce, mais je peux contacter son centre de traitement pour voir si je peux la soutenir à distance. Je veux la soutenir en tant qu'être humain pour l'amour que nous avons vraiment partagé à un moment donné. Mais mon fils est ma priorité numéro 1 en ce moment. Mon avocat était prêt à sortir le champagne quand je lui ai lu sa note. Il a dit que c'était une admission claire de dépendance non traitée, ce qui me garantit pratiquement la garde complète.